Mesdames et messieurs, bienvenue dans Politicia, votre rendez-vous politique hebdomadaire dont la première partie est consacrée au Rwanda, ce pays dirigé depuis 16 ans et de main de maître par le président Paul Kagame. Discret, effacé, parlant peu, il est l'un des rares chefs d'État africains à défier ouvertement la France sans être inquiété. Il se dit même capable de se passer de l'aide au développement. Mais qui est Paul Kagame et comment se porte le Rwanda sous sa présidence? Pour en parler, j'ai avec moi sur ce plateau Monsieur Jean-Marie Ndigizimana. J'espère que je prononce bien votre nom. Vous êtes ancien ministre des Affaires étrangères. Vous avez été l'ambassadeur du Rwanda ici en France en 90 et 94. Vous êtes écrivain, essayiste, auteur de plusieurs ouvrages et vous êtes, il faut le dire, de l'opposition. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, merci. Et Monsieur Tite Gatabazi, vous êtes, vous, un expert en droit international, plutôt proche du pouvoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, il dirige le Rwanda depuis 2000. Il ne cesse de réclamer la reconnaissance par la France de son rôle dans le génocide rwandais. Qui est Paul Kagame? Comment se porte le Rwanda sous sa présidence? Élément de réponse dans ce sujet signé Paul de Singwe. Il tient les rênes du Rwanda depuis 16 ans. Arrivé au pouvoir le 17 avril 2000, Paul Kagame dirige le Rwanda d'une main de fer. C'est sous son règne que l'image d'un nouveau Rwanda a vu le jour et que ce pays des Grands Lacs s'est tourné résolument vers une nouvelle dynamique politique et institutionnelle. En 2003, le Rwanda s'est doté d'une nouvelle constitution. Cette nouvelle loi fondamentale a mis fin à celle de 1995 et prône une séparation nette des pouvoirs. Le système électoral a également connu une réforme profonde sous l'ère Kagame. Elle permettra des scrutins présidentiels en 2003 et 2010, jugés crédibles et transparentes par des observateurs. Ces différentes réformes opérées par le Rwanda ont apporté une notoriété internationale au pays, faisant du Rwanda un modèle de bonne gouvernance dans la région des Grands Lacs. Il y a trois choses qui ont bien marché, qui marchaient très bien au Rwanda, c'est la sécurité, le développement et la lutte contre la corruption. Or, le peuple rwandais, beaucoup de Rwandais, quand on discute avec les Rwandais, y compris même à la campagne, disent qu'ils sont inquiets après le départ de Kagame. Ils ne voient pas d'autres personnes capables d'assurer la sécurité, le développement et la lutte contre la corruption. En 16 ans, le Rwanda, sous le règne de Paul Kagame, s'est également distingué sur le plan économique. De 4,7% en 2013, la croissance du PIB du Rwanda est passée à 7% en 2014. Ces performances économiques ont permis au Rwanda de diversifier son économie afin d'accélérer son développement. Il y a l'exportation des produits agricoles qui ne cesse d'augmenter, qui ne cesse aussi de se diversifier. Historiquement, c'était le café et le thé, mais aujourd'hui, il y a d'autres produits comme l'horticulture, comme certaines matières premières, des pierres précieuses. Et tout ça, ce sont les potentiels économiques qui n'étaient pas exploités à l'époque comme il le fallait. Parmi les grandes décisions politiques du président Paul Kagame, on retiendra la sortie du Rwanda de la francophonie et l'adoption de l'anglais au détriment du français comme langue officielle. Par ailleurs, le projet de révision de la Constitution pour permettre au président Paul Kagame de briguer un troisième mandat a failli perturber l'équilibre constitutionnel du pays. Monsieur Gatabazi, les relations entre votre pays, le Rwanda et la France sont tendues, c'est le moins qu'on puisse dire. Comment expliquez-vous cette défiance entretenue vis-à-vis de la France? Non, le Rwanda ne défie pas la France. Le Rwanda demande une seule chose à la France, c'est d'assumer ses responsabilités. La France a soutenu un gouvernement génocidaire jusqu'au-delà des frontières du Rwanda. Il est dit par des membres de l'opération turquoise, ça veut dire des militaires français. L'opération turquoise, vous faites référence donc à cette opération militaire qui a eu dans votre pays en 1994. Des membres autorisés par le Conseil de sécurité, oui, avec 2500 hommes à peu près. Oui, des membres militaires français disent qu'ils étaient destinés à débarquer sur Kigali. Le plan B aura été d'aller plutôt au Congo. Ils ont accompagné le gouvernement génocidaire jusqu'au Congo, où la France officielle a continué à livrer des armes. À qui? Aux ex-FARC et aux milices. Les forces armées rwandaises. Il n'y avait pas de camp de réfugiés
au titre du droit international humanitaire. Oui. C'était des camps d'entraînement. Et on a assisté à des incursions où ils revenaient tuer des gens au Rwanda. Alors, il faut le rappeler, la mission, du moins l'objectif de cette mission, de cette opération turquoise, était d'éviter justement les massacres, était de servir de force d'interposition entre des groupes rivaux qui se battaient. Ça n'est pas. Ça n'a pas été... Pas ça. Non, ça n'était pas ça. La mission était de sauver le gouvernement intérimaire qui était... Ça, c'est ce que vous pensez. Sur les papiers, en tout cas, le Conseil de sécurité avait donné mandat à la France par la fameuse opération turquoise pour éviter le drame que nous avons connu. C'était au fond... Mais au-delà de ça, oui. La mission d'information des parlementaires français, oui. où n'a siégé aucun Rwandais, dit dans son rapport... Non, puisque vous parlez de parlementaires français. Oui, que la France est allée au-delà de la coopération. Monsieur le ministre était ambassadeur à Paris à l'époque. La France a continué à livrer des armes dans les camps à l'est du Congo. Le Rwanda demande une seule chose. Assumez vos responsabilités et reconnaissez-le. C'est tout. Monsieur le ministre Ndagijimana, votre compatriote estime que l'opération turquoise, plutôt que d'éviter le massacre, a plutôt consisté à aider le gouvernement. Merci beaucoup de me passer la parole sur ce sujet, qui est un sujet très discuté et polémique, que beaucoup ne connaissent pas. Parce que déjà, le président Habyarimana n'a pas commis de génocide parce qu'il était déjà mort. Le génocide a commencé après sa mort. Donc ça, c'est un. Il faut exclure le président Habyarimana de toute prétention par rapport aux auteurs du génocide. Deuxièmement, dire que la mission turquoise avait comme objectif d'aller sauver ou aider les phares à combattre le FPR, c'est un mensonge pur et simple. Moi, c'était quoi le rôle? Évidemment, vous étiez l'ambassadeur rwandais en France. Je n'étais plus ambassadeur en ce moment-là. Parce que moi, j'ai fait campagne pour l'envoi d'une mission internationale pour arrêter le génocide. Et il se fait que quelques pays seuls ont accepté, et en tête desquels la France. J'ai été chassé de l'ambassade le 25 avril 1994, parce que depuis le début, depuis le 10, quand il est apparu qu'il y avait un génocide en commencement, j'ai condamné et je me suis désolidarisé du gouvernement. Et ensuite, quand j'ai été révoqué de mon poste le 25 avril, avec le futur Premier ministre, Faustin Twagiramungu, qui venait d'arriver ici, qui venait d'échapper au massacre, nous avons commencé une campagne où on a vu la plupart des responsables européens. Mais vous allez nous expliquer très brièvement. On ne peut pas parler de l'opération turquoise sans dire comment elle est née. Voilà. Vous parlez de vos problèmes personnels. Non, de l'opération turquoise. Nous avons demandé qu'on envoie des troupes internationales pour arrêter le génocide. D'accord. Nous sommes allés même à Washington et à New York. Voilà. Et le 22 juin, vous l'avez obtenu. Vous savez, nous étions là la veille. D'accord. On a quitté, on a été reçu par Boutros Ghali, on a été reçu par le Congrès américain, on a été reçu par le secrétaire d'État américain. Et notre discours, c'était envoyer des troupes civiles. Les Américains ne voulaient pas, et le FPR ne voulait pas. Les Français ont obtenu mandat de le faire. Et le Front patriotique rwandais. Et la résolution 929, a autorisé la France à mettre en œuvre cette opération turquoise. Exactement, mais jusqu'à la dernière minute, le FPR ne voulait pas. D'accord. Voilà. Cette opération, comment jugez-vous aujourd'hui son action sur le terrain? Sur le terrain, d'abord, c'est une opération qui me concerne parce que la première entrée de la mission turquoise, c'est chez moi. Quand vous dites chez vous, vous parlez de là d'où je viens, à quelques mètres de ma maison familiale. D'accord. Ils sont entrés par Bukavu. Oui. Parce qu'ils ne pouvaient pas atterrir c'est la seule voie d'entrée. À Kigali. Paul Kagame menaçait de descendre tout avion. C'était même pas. D'accord. C'était pas envisagé. Ok, c'était pas envisagé. Ils sont entrés par Bukavu, Tchangougou, parce qu'il y avait des camps de déplacés Tutsis qui avaient été rassemblés dans des camps de protection. Et toujours est-il, monsieur le ministre, que le génocide a eu lieu. Ça veut dire que la mission turquoise, une mission de 2500 hommes, n'a pas réussi à arrêter. Ah si, elle a arrêté le génocide. Ah oui, avec 800 000 morts. Bien sûr. Non, pas du tout. Quand elle est allée au Rwanda en juin. Oui. Voilà. L'essentiel, comme le diront certains, avait été fait. Et en plus, précisément, elle ne pouvait pas entrer à Kigali. Parce qu'elle a voulu le faire avant. Mais Kagame disait non. Elle a dit, si vous venez par Kigali, on va tirer sur vous. Donc, selon vous, c'est un faux contentieux. Le procès que fait
que semble faire le président Paul Kagame à la France, c'est Je vais vous dire quand il a commencé ce contentieux. Oui. Moi, quand j'étais au gouvernement, et même avant, on a remercié la France officiellement. Oui, quand on parle d'amnistie, ça suppose la reconnaissance préalable d'une faute. Non, on a félicité la France pour les efforts qu'elle avait faits à Arusha pour rapprocher les partis. Quand vous parlez de quel gouvernement? Attendez, déjà le précédent gouvernement. Quand je suis arrivé au gouvernement, nous, on a remercié aussi la France pour tout ce qu'elle avait fait. Bon, alors... Ensuite, oui, monsieur le ministre, on va y aller très rapidement, comme on a passé le temps. Les relations se sont bien passées. D'accord. Jusqu'en 2006, lorsque un rapport est sorti en France, un rapport judiciaire du juge Brugger, disant que le FPR de Kagame avait abattu l'avion du président Habyarimana. Jusque-là, ça marchait. Et à partir de ce jour-là, c'était terminé. C'est là que Kagame a commencé à mettre en accusation la France. Et c'est là que c'est devenu une affaire. Tout simplement. Monsieur le ministre est en train de nous expliquer que les accusations portées par le président Kagame à l'égard de la France sont de nature plutôt à se disculper de son implication à lui dans l'assassinat du président Juvénal Habyarimana. C'est un argument que vous comprenez? D'abord, vous aurez compris qu'il mélange beaucoup d'éléments. Ça, c'est de sa responsabilité. La question, c'était l'opération turquoise. Très bien. Le contentieux, ça n'est pas un contentieux entre Kagame et qui que ce soit en France. C'est une relation d'État à État. L'opération turquoise est une opération française, décidée par le chef de l'État français. Non, avec mandat de l'ONU, la résolution 929. Avec mandat de l'ONU. Oui, avec mandat de l'ONU. Mais comme je toujours, parle ce n'est bien pas la d'une première relation opération, d'État. D'accord. Kagame demande à la France de reconnaître ses torts dans le soutien. Mais elle ne veut pas. Et comment va se passer maintenant les relations entre les deux pays? Elles seront toujours tendues aussi longtemps que le président Kagame sera président. Le contentieux reste, selon vous. Un contentieux est fait pour être réglé. Pour être réglé, il faut que deux parties se mettent autour d'une table. Monsieur le ministre, nous avons vu l'élément tout à l'heure. Le Rwanda, votre pays, se porte relativement bien, un taux de croissance de 7%. Les Rwandais, dans leur totalité, quelle que soit leur origine sociale, ont aujourd'hui la possibilité d'accès aux soins gratuitement, contre 100 francs rwandais payés par an. C'est modeste, en tout cas, sur le continent. Votre pays a vocation à devenir, d'ici 2020, un pays à revenu intermédiaire. Dans quel domaine le président Kagame a échoué, selon vous? Déjà, dans le domaine économique, aujourd'hui, il y a des organismes internationaux qui disent que les chiffres présentés par le Rwanda ont été faussés depuis quelques années. C'est un rapport qui vient de sortir d'un organisme anglais. D'accord. Voilà. Donc, ça, 7% de taux de croissance, c'est un faux chiffre, selon vous. Puis, de toute façon, après le génocide, je vais vous dire, on n'aurait pas pu faire moins que ça. Parce que pourquoi vous dites ça? Le pays était par terre. Il y avait tout était détruit. L'électricité ne marchait plus. Tout était arrêté. Voilà. Et raison de plus, il y avait beaucoup à faire. Les immeubles administratifs étaient détruits. Il a reconstruit Kigali, il a reconstruit... Mais c'est normal. D'accord, c'est son devoir. D'accord. Voilà. Sauf que, par exemple, quand vous voyez les gratte-ciel de la capitale, c'est des immeubles qui appartiennent à Kagame. D'accord. Voilà. Donc, il met la main sur l'économie de votre pays. Non, c'est venu du Congo. Vous connaissez les rapports sur les pillages en RDC. Ça a été construit après les pillages de RDC. D'accord. Donc pour vous, la bonne gestion dont parlent certains observateurs de votre pays n'est que du leur. Le Rwanda est très mal géré. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. C'est pas ce que j'ai dit, mais c'est pas Singapour comme on dit, et c'est pas le paradis. Vous dites que les chiffres sont faux. C'est pas faux. D'accord. Mais c'est pas particulièrement exaltant. Voilà. Parce que quand vous parlez des soins médicaux, par exemple, si je vous disais qu'il y a des Rwandais aujourd'hui qui sont en prison parce qu'ils n'ont pas pu payer la mutuelle, la fameuse mutuelle, c'est pas gratuit. Hein. C'est pas gratuit. 100 euros, 100 francs. Non, c'est pas 100 euros. 100 francs rwandais. 100 francs rwandais. Donc il y a des Rwandais qui sont en prison parce qu'ils se sont fait soigner gratuitement sans payer. Non, ils ne se sont pas fait soigner. Ils n'ont pas payé la mutuelle. Parce que la police fait le tour des marchés dans le pays. D'accord. En demandant la seule pièce d'identité aujourd'hui, c'est la carte de mutuelle. Si vous ne l'avez pas, vous allez en prison. D'accord. Bien sûr. Donc pour vous, au fond, le caractère reluisant qu'on présente de l'économie de votre pays... Il y a beaucoup
Vous savez, le Rwanda, où doit-il améliorer? Où est-ce que votre pays, vous pensez aujourd'hui, puisqu'il est aujourd'hui possible pour lui de briguer un troisième mandat, où est-ce que vous pensez que le Rwanda, votre pays ou le gouvernement de votre pays doit améliorer la gouvernance? Dans quel domaine? D'abord, je n'ai pas dit que tout est noir, hein, parce que par exemple, dans le domaine technologique, franchement, le gouvernement rwandais ou le système rwandais a eu beaucoup d'imagination. D'accord. Il y a beaucoup de bonnes choses qui ont été faites. Très bien. Dans l'éducation, il y a des écoles qui ont été construites à gauche à droite. C'est privé, mais c'est quand même, ça permet aux Rwandais de s'éduquer. Voilà. Maintenant, quand vous passez à côté de ça et que vous revenez sur terre, sur le plan de la paix et de la tranquillité publique, la stabilité politique. Voilà. Avec 64% des sièges du Parlement occupés par les femmes. Donc, il y a aussi une vraie politique. Des femmes désignées. Vous savez, il y a beaucoup à dire sur ce plan-là. C'est facile, ça. D'accord. Quand c'est une seule personne qui désigne, il désigne qui veut. Finissons d'abord sur les mutuelles de santé. Oui, très rapidement, parce que, comme dit, on n'a pas assez de temps. La santé, c'est quand même très important. Oui. Mais Monsieur le ministre dit qu'il y a des Rwandais en prison parce qu'ils n'ont pas payé la mutuelle. Ça, c'est son opinion. Le Rwanda n'est pas parmi les pays les plus riches en Afrique. Oui. Ce n'est pas un pays pétrolier en l'occurrence. Oui. Mais donnez-moi l'exemple des pays où il y a une mutuelle pour tous. Je dis bien pour tous. Pourquoi? Parce que le régime qu'a servi Monsieur le ministre, le régime Habyarimana, était un régime discriminatoire. Parce que ce régime avait exclu une bonne partie de sa population de tout ce qui est service public. Aujourd'hui, Kagame dit la mutuelle pour tous les Rwandais. Je vous remercie de signaler que l'éducation, c'est pour tous. Exception aucune. Exception. Non. Avant, attendez. Alors, de toute façon, cher monsieur, les soins médicaux étaient gratuits. Avant, c'était gratuit pour tout le monde. Les soins? Bien sûr. Sans discrimination. On ne payait même pas de mutuelle. D'accord. C'était gratuit. D'accord. En tout cas, les rapports du PNUD l'indiquent clairement. En 2015, votre pays, le Rwanda, a atteint l'essentiel des objectifs du millénaire pour le développement. En 2001, le taux de pauvreté était de 59%. En 2011, il est passé à 45%. Aujourd'hui, il est aux environs de 40%. Le président rwandais se donne comme objectif de le ramener sous la barre des 30%. Ce sont des efforts économiques qui sont là et en train d'être faits dans votre pays. Je vous remercie infiniment, chers invités, d'avoir participé à ce débat. L'année dernière, quelques 4 millions de Rwandais ont appelé, justement, ça va être le dernier point, quelques 4 millions de Rwandais ont pris l'initiative de modifier, en tout cas de prendre, ils ont pris l'initiative effectivement d'appeler à une modification de la Constitution qui permettrait au président Paul Kagame de briguer un troisième mandat l'année prochaine. Et vous croyez qu'en Afrique, dans notre Afrique que nous connaissons et que nous aimons, vous croyez que 3 millions de personnes vont se lever 4 millions, et se présenter à l'Assemblée nationale avec des trucs sur la tête? Vous pensez plutôt qu'ils ont été instrumentalisés? Je ne pense pas, je suivais ça au quotidien. 3 700 000 Rwandais ont été instrumentalisés. Ils sont arrivés le même jour. D'accord. S'il vous plaît, on est démocrate ou on ne l'est pas? Très rapidement, 2 secondes. C'est une initiative. C'est une initiative de pétition. D'accord. Voilà. Donc vous pensez que c'est une initiative libre, spontanée, et qui traduit l'adhésion de la majorité des Rwandais? Mais vous dites vous-même, Kagame porte le pays sur le plan de l'éducation, sur le plan de la santé, sur le plan des infrastructures. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, le Forum économique mondial se tient à Kigali. Ça veut dire qu'il y a une capacité formidable d'organisation. Merci à vous infiniment d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Jean-Marie, puisque vous parlez d'élection, il y a 2 candidats à la présidence. Franchement, très rapidement. Aussi bien en 2003, le candidat qui voulait être le changeur de Kagame, et en 2010, la dame qui voulait le faire, tous les deux sont en prison et condamnés à plus de 15 ans. Écoutez, monsieur Jean-Marie Ndagijimana, je rappelle que vous êtes ancien ministre des Affaires étrangères. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Et monsieur Tite Gatabazi, vous êtes un expert en droit international, plutôt proche du pouvoir. Nous l'avons vu dans ce débat. Merci infiniment à vous d'avoir accepté notre invitation. Nous reviendrons sur le Rwanda, votre pays, dans d'autres émissions à venir et sur la présidentielle qui aura lieu l'année prochaine. Nous marquons une courte pause, mesdames et messieurs, et nous nous retrouvons dans un instant pour la deuxième partie de Politicien, votre rendez-vous politique hebdomadaire, une deuxième partie qui se
sera consacrée à la crise au sein du parti de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, aujourd'hui jugé devant la Cour pénale internationale. A tout de suite.